Alors bonjour, je m'appelle Boris Picanonacci, donc j'enseigne ici à l'Université Paris-Dauphine et aujourd'hui je suis venu parler à la DDD, c'est ça, de la crise de 2008. Donc expliquer son mécanisme et ensuite ses impacts sur le monde de la finance et les marchés financiers. Donc la crise de 2008 a débuté en fait en 2007 avec donc la chute du marché des subprimes. Donc le marché des subprimes a quant à lui entamé sa chute, enfin en tout cas le catalyseur de la chute du marché des subprimes, c'est la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine, donc du taux directeur de la Fed, qui est passé de 1% ensuite, c'était son niveau après l'explosion de la bulle Internet, à 4% donc en 2006. Donc cette hausse du taux d'intérêt du taux directeur en fait provoquait la crise donc, des subprimes par le biais suivant, c'est que en fait la plupart des emprunteurs américains, donc les gens qui voulaient acheter des maisons aux États-Unis, empruntaient à taux variable. Alors un taux variable c'est quoi? C'est un taux qui évolue suivant un indicateur, et l'indicateur en question c'était justement le taux directeur de la Banque centrale américaine. Et donc en fait cette hausse qui est passée inaperçue au départ puisque personne ne s'occupe vraiment des taux directeurs, tout le monde s'en fout un peu, et bien en fait a provoqué la plus grosse crise du XXe siècle, la plus grosse crise économique du XXe siècle. Donc je reprends, donc en fait la Fed en 2001 commence à remonter ses taux directeurs de 1 à 5%. Cette hausse du taux directeur fait que eh bien, les gens qui remboursent leur crédit immobilier voient leur mensualité augmenter et au bout d'un moment ils n'arrivent plus à rembourser. Pourquoi? Parce que en fait ce sont des gens à qui on a prêté mais qui étaient des gens qui sont des emprunteurs à risque, qui ont du mal déjà à rembourser leur crédit. C'est ce qu'on appelle les subprimes. Les crédits prime, c'est les crédits normaux, et subprime c'est en dessous, c'est les crédits plus risqués. Et donc ces gens se retrouvent à ne plus pouvoir rembourser leur crédit. Or, en 2006-2007, les crédits subprimes représentent un quart de l'ensemble des crédits immobiliers accordés aux États-Unis. Leur montant est passé de 200 milliards en 2002 au triple, à 600 milliards à peu près en 2006. Donc en fait, les montants ont explosé. Donc tous ces gens n'arrivent plus à rembourser leur crédit. Donc pour les gens qui leur ont prêté, les institutions qui leur ont prêté de l'argent, leur demandent de revendre leur maison, puisqu'en fait ce sont des prêts hypothécaires aux États-Unis. C'est-à-dire que la garantie, c'est le bien acheté. Donc du coup, les gens se retrouvent à la rue. En 2007, on estime qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui se retrouvent chassées de leur maison et on leur demande de vendre leur maison. Ceci provoque un effet un peu ciseau, c'est-à-dire que ça provoque une vente massive des biens immobiliers, donc une chute du marché immobilier qui était lui-même dans une bulle puisque, en fait, comme les gens pouvaient emprunter facilement, acheter facilement des maisons, donc les promoteurs construisaient de plus en plus de maisons. Et donc en 2007, on se retrouve avec des gens qui n'arrivent plus à rembourser leur crédit et tout un tas de maisons, en fait il y en a trop, qui se retrouvent vides et qu'on commence à vendre. Donc augmentation des défauts de paiement qui passe de 5% à 15%, c'est-à-dire qu'il y a 15% des gens à qui on a accordé des crédits qui n'arrivent plus à rembourser, alors que la moyenne historique c'était plutôt de l'ordre de 5%, donc triplement du défaut de paiement. Et puis chute du marché immobilier, donc baisse des prix pour la première fois depuis après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose qui n'était pas du tout envisagé par les acteurs financiers, c'est-à-dire que le fait que les prix des maisons baissent aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose d'un peu exceptionnel. Donc 2007, hausse des défauts de paiement, chute des prix immobiliers. Comment est-ce que cette crise se répand ensuite à l'ensemble de la sphère financière et à l'ensemble de l'économie? Eh bien, c'est via ce qu'on appelle la titrisation. Comment est-ce que les institutions financières elles ont pu, en donc 4 ans, tripler comme ça la quantité de prêts subprime accordés, donc c'est parce que les prêts subprime, le montant est passé de 200 milliards à 600 milliards. C'est via la titrisation. Alors la titrisation, c'est quoi? C'est très simple, c'est le fait de titriser, donc de transformer en titre des crédits. Donc par exemple, vous êtes 5 là, je parle des gens qui sont avec moi sur le toit de l'Université Paris-Dauphine, je vous prête à chacun 1000 €, ça veut dire qu'en gros je vous ai prêté 5000 €,
Bon, sur 5 ans. Donc je vous demande de me rembourser dans 5 ans. Si dans un an, j'ai envie de me faire un petit voyage qui me coûte pile 5000 balles, en fait, j'ai donc besoin de ces 5000 euros. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir une autre personne, donc un investisseur. Je vais lui dire, voilà, je te vends une obligation à 5000 euros. Donc tu me donnes 5000 euros. Moi, je te vends un titre qui est une obligation. Et en fait, cette obligation va te permettre de toucher des coupons tous les ans. Et les coupons qu'il va toucher lui, c'est quoi? C'est les intérêts que vous allez payer. Donc moi, en fait, je suis sorti du truc. J'ai mes 5000 euros et si je veux me faire mon voyage, je me fais mon voyage. Et donc, c'est lui qui a maintenant le risque de crédit. Donc, s'il y en a un de vous qui ne rembourse pas, c'est lui qui est impacté et pas moi. Et ces coupons, donc les taux d'intérêt qui touchent, eh ben, c'est en fait ce que vous payez tous les ans comme intérêt. Donc moi, en fait, je suis complètement sorti du truc. Donc, j'ai titrisé ma dette. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ça la titrisation. Cette titrisation, évidemment, elle est très rentable pour les banques parce que, un, ça leur permet de sortir du risque, donc de refaire des nouveaux prêts, donc de toucher des nouvelles marges, etc. Et puis deux, au passage, évidemment, elles se sucrent un peu puisqu'elles vont en gros toucher des commissions, etc. Quand elles packagent ces instruments, donc ces titrisations. Alors les instruments de la titrisation, c'est quoi? Alors, bon, on n'a pas le temps là de tous les passer en revue, mais en gros, c'est ce qu'on appelle les asset-backed securities, donc des actifs financiers adossés à des actifs. Donc par exemple ici c'était les créances. Il y a les CDO, Collateral Debt Obligation. Donc ça c'est en fait, au départ cette titrisation a été faite avec des prêts hypothécaires, donc des prêts immobiliers. Et puis après les gens ont trouvé que c'était une bonne idée et ont commencé à le faire avec des prêts automobiles, avec les crédits de carte bleue, avec des obligations émises par des sociétés. Bref, à mettre tout un tas de choses dans ces structurés de crédit. Alors pourquoi les gens trouvaient que c'était une bonne idée? Un, ça permettait donc aux banques de sortir de leur bilan du risque de crédit. Donc ça, c'était bien pour les banques. Pour les investisseurs, c'était bien parce que ça leur permettait de trouver des actifs avec un rendement élevé et peu de risque, puisqu'en fait, le risque, c'est que vous ne puissiez pas rembourser tous en même temps. Alors, il y a peu de chances, puisque vous étiez très nombreux, évidemment, c'était adossé à de nombreux crédits. Et puis 3, c'est que ce qu'on se disait, c'est que si jamais il y avait un pépin, du fait de la titrisation, le risque était mutualisé. Donc en fait, on trouvait ça plutôt pas mal avant la crise. On se disait, bon voilà, si jamais le taux de défaut augmente, plutôt que ce soit un ou deux gros acteurs qui soient impactés, en fait tout le monde sera un peu touché, donc il y a une mutualisation du risque. Et voilà, a priori, c'est plutôt une bonne idée, une bonne chose. Donc ça, c'était la vue avant la crise. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand 2007 arrive avec tout ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire à la fois la hausse du taux de défaut et la chute des crédits, c'est qu'en fait, ces instruments, plutôt qu'ils soient tous un peu impactés, ils sont tous très fortement impactés. Et donc les institutions qui les portent, donc les banques, les hedge funds, les fonds de pension, etc., sont tous fortement touchés. Donc ça commence avec Bear Stearns en 2007, août 2007, qui annonce à des investisseurs de 3 fonds que, en gros, ils ont perdu tout leur oseille parce qu'il y a eu trop de défauts sur le marché des subprimes. À partir de ce moment-là, les banques, Bear Stearns, c'était une grosse banque quand même d'investissement américaine, donc assez sûr. Les banques commencent à ne plus se faire confiance les unes aux autres parce qu'elles savent évidemment qu'elles sont toutes fortement exposées au marché des subprimes. Et du coup, il y a un gel de ce qu'on appelle le marché interbancaire. Alors le marché interbancaire, c'est quoi? C'est le marché sur lequel les banques se prêtent de l'argent entre elles. Donc, les banques ne se prêtant plus de l'argent entre elles, elles arrêtent de prêter également à l'économie puisque les banques ont besoin de cash et surtout, elles ont besoin d'absorber les pertes colossales qu'elles ont sur leur structuré de crédit. Bon, donc du coup, on en est où? On est avec des banques qui ont des actifs qui sont fortement dépréciés, donc c'est les fameux titres titrisés ou liés à la titrisation, qui, ne se faisant plus confiance les unes aux autres, ne veulent plus prêter de l'argent entre elles, et donc qui ne prêtent plus de l'argent non plus aux entreprises, aux particuliers, etc., puisque l'argent qu'elles ont, elles veulent le garder en cas si elles doivent matérialiser les pertes sur les instruments qu'elles ont. D'où un gel de l'économie réelle, puisqu'en fait, c'est les banques qui alimentent. Donc en fait, les banques, elles ont un rôle très particulier dans l'économie, puisque c'est elles qui à la fois créent la monnaie via le crédit, et puis à la fois qui alimentent l'économie en crédit, etc. Donc qui font tourner, qui
qui sont un peu le cœur de l'économie, c'est-à-dire que c'est elles qui font circuler l'argent dans l'économie. Donc il y a un gel de l'économie et donc une transmission de cette crise au départ qui était cantonnée donc, au marché des subprimes, à l'ensemble de la sphère financière via la titrisation et ensuite à l'ensemble de l'économie réelle via le gel du marché interbancaire et donc du marché du crédit. Voilà pour le mécanisme de la crise financière.